Chers followers, bienvenue à votre web mag Educa Coach. Le principe de cette rubrique, à cœur ouvert, est que je fasse l'émission. Je suis soumis aux questions de l'équipe de prod de Educa Coach. So, let's go. Preview. Qu'est-ce que ça fait d'être jeune conseiller du président de la République en charge d'un secteur aussi important qui est le poumon de l'économie du pays, le secteur privé? Écoutez, c'est déjà beaucoup d'honneur et c'est d'ailleurs toujours une occasion pour moi de remercier le chef d'État pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne. Des capacités, des jeunes qui ont ce type de capacités, il y en a pléthore au Burkina Faso. J'ai eu certainement la chance d'être appelé. C'est à moi de faire en sorte que cette confiance placée en moi ne soit pas déçue. Et c'est pour cela que nous travaillons au jour le jour pour placer le Burkina Faso au firmament du secteur privé en Afrique. En tout cas, pour ce qui est de la collaboration au quotidien avec le chef d'État, c'est un véritable délice parce que nous sommes également en apprentissage. Nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous n'avons jamais géré. Nous avons certes eu des ambitions présidentielles, mais nous n'avons jamais géré et il n'est jamais mauvais. Il n'est jamais mauvais d'apprendre et de se préparer pour être prêt au moment fatidique. Donc nous sommes en tout cas très heureux et très flattés de pouvoir apprendre auprès donc, de cet aîné qui a une grosse expérience politique et de gestion à nous enseigner et c'est tout un honneur pour nous en tout cas de le côtoyer au quotidien. Les jeunes et l'entrepreneuriat en Afrique, quel est votre regard sur l'engagement de cette jeunesse? La question aujourd'hui de l'entrepreneuriat jeune n'est plus une question pour moi de choix politique, c'est une nécessité véritable. Nos pays ont bien testé les limites de l'État-nation et ont bien compris que l'État n'était pas capable d'offrir à chacun de ses enfants ce que ses ambitions en tout cas lui commandent. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est important que la jeunesse puisse comprendre que son salut viendra forcément de l'entrepreneuriat, de l'investissement privé. Encore faut-il que nos États créent le cadre qu'il faut pour encourager les jeunes dans ce secteur-là et surtout pour les pousser parce que c'est un domaine qui est assez difficile, qui demande un apprentissage. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions mettre en place des écosystèmes qui favorisent, qui conjuguent ensemble des success stories, des managers confirmés, des jeunes avec des projets, que nous puissions mettre tout ça ensemble avec également le soutien de l'État pour créer les meilleurs écosystèmes où il y a un partage d'expérience entre les aînés, les jeunes. Et il y a également cet accompagnement de l'État qui permet donc aux institutions financières d'accompagner les projets les plus promoteurs. C'est la seule voie aujourd'hui pour, j'allais dire, désamorcer cette bombe sociale qui est en train comme un épée de Damoclès qui plane sur la tête de l'ensemble de nos pays. C'est cette jeunesse force de travail en nombre important, malheureusement aujourd'hui, qui est frappée par les affres du chômage. C'est une situation qui transformera ce que nous aurons dû utiliser pour capitaliser le dividende démographique aujourd'hui. C'est malheureusement une situation qui transforme cette force de travail-là en une véritable bombe sociale et c'est un facteur qui n'est pas très bon pour la construction de nos pays. Il faut se pencher sur le cas de la jeunesse, il faut se pencher sur la question du chômage des jeunes, notamment en mettant l'accent sur ce qui est durable et ce qui est, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, j'allais dire tenable pour nos nations, c'est encourager l'investissement privé, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Quelle est votre recette pour réaliser ces rêves? Ben écoutez, la première des choses pour moi, c'est de mettre en œuvre ce dont on rêve. Nous sommes nombreux, hein, nous les jeunes qui avons beaucoup d'ambition, beaucoup de projets en tête, mais malheureusement qui avons du mal à franchir le pas pour passer donc du stade donc, de l'idée au stade donc, de mise en œuvre. On a souvent le sentiment qu'il faut que nous ayons tous les éléments avant de pouvoir déclencher la marche. Mais je pense que la jeunesse devrait de plus en plus oser. En tout cas, je suis de ceux qui pensent que quand on est convaincu de quelque chose, il faut le mettre en œuvre. On peut ne pas réussir. Dans ma vie, je n'ai pas tout réussi. J'ai connu des échecs également. J'ai connu des succès aussi. Mais chaque fois,
je n'ai pas regretté d'avoir essayé parce que je me suis fait une idée définitive sur la question. Et ça m'a permis donc de partir de l'avant. Donc, je n'ai pas un secret particulier. J'essaie juste de réaliser ce à quoi je rêve. Et puis, après, ça devient des réalités qui m'enseignent des choses nouvelles pour la suite. Vous arrive-t-il d'être démotivé? Nous passons tous par cette case-là. Tout le monde passe par cette case de démotivation, de mentalité qui est un peu cassée et tout cela. Mais les convictions profondes qui vous animent face à un projet, et c'est pour cela qu'il est important que pour chaque projet que vous menez, vous soyez d'abord vous-même convaincu. Quand vous en êtes convaincu, chaque étape qui arrive, qui est une étape de difficulté, pour vous constitue simplement un obstacle à franchir pour aller de l'avant vers l'objectif que vous êtes fixé. Mais si vous n'êtes pas convaincu du projet, chaque obstacle devient pour vous un facteur définitivement bloquant. Alors qu'un facteur bloquant doit normalement ouvrir la porte à un plan B, à un plan C, etc. etc. Donc, nous, on passe tous par ces étapes-là. Tout le monde, on passe par toutes les émotions, mais je pense qu'à la fin, c'est la force de la conviction qui nous permet donc de franchir l'étape et de passer à un autre niveau. Vous faites la promotion de la solidarité intragénérationnelle. Pourquoi? Écoutez, notre génération n'a pas le choix. Quand je prends le cas du Burkina Faso, aujourd'hui vous avez aux affaires au Burkina Faso une même génération qui gère le pays depuis 1983. En 1982, des jeunes capitaines ont renversé un régime, ont mis en place, dans un premier temps, ont fait appel à un aîné pour gérer donc la nouvelle gouvernance. Cette année-là, rapidement, n'allant pas dans le sens souhaité donc, par ce jeune qui était motivé par un esprit révolutionnaire, a été donc évincé. Et dès 1983, ces jeunes-là ont pris leur destin en main et ont placé l'un d'entre eux, le meilleur de sa génération, le capitaine Thomas Sankara, à la tête. Et ce dernier a fait des merveilles pendant le temps qu'il a passé donc au pouvoir. Cette même génération, en 1987, a eu maille à partir les uns les autres et finalement a encore choisi, après l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, un autre membre de cette génération-là, le capitaine Blaise Compaoré, qui a été porté également aux affaires. C'est une génération qui à chaque fois a su taire ses égos pour pouvoir mettre l'intérêt intragénérationnel en œuvre pour avancer. Aujourd'hui encore, en 2020, cette même génération-là est encore aux affaires dans notre pays et c'est le cas également dans plusieurs pays africains où ce sont ces mêmes générations qui gèrent depuis 30 ans, 40 ans nos pays. Et notre génération, malheureusement, a vu sa part, donc, j'allais dire, de gouvernance bouffée par ces générations-là, par manque de solidarité, parce que nous n'avons pas su cultiver cet esprit de solidarité entre nous. Nous n'avons pas réussi à créer cet esprit intragénérationnel-là, et mettre en avant l'intérêt du groupe, donc, au détriment de nos intérêts égoïstes. Ça fait que finalement, nous n'avons jamais pu créer ce cadre, cette espèce donc d'effet de masse avec tous les esprits conjugués pour aller dans le même sens. Donc c'est un gros handicap que notre génération a et nous pensons que c'est une génération qui gagnerait à se solidariser si elle veut pouvoir gérer les affaires et de faire en sorte également que la vieille classe politique puisse faire la place parce que ce n'est pas donné du tout et nous ferions beaucoup d'illusions si nous pensons que cette classe politique-là va nous passer la main de façon souple, de façon condescendante. Nous allons devoir nous battre absolument pour obtenir ce que nous avons obtenu et c'est dans un esprit de solidarité et c'est ce que nous prônons au Burkina Faso et partout en Afrique. Si vous étiez un animal, que seriez-vous? Si j'étais un animal, un lion. Un lion parce que j'ai la rage de vaincre. Je nourris mes ambitions, je travaille dur pour pouvoir les réaliser. Je ne m'arrête pas en chemin. Je vais au bout de mes idées. Voilà, cette rage-là me fait penser au lion. Une couleur? Si j'étais une couleur, j'aurais dit le blanc. Une valeur? Une valeur, l'abnégation au travail. Cher coach Adama Kanazoé, que devrions-nous retenir de votre passage à cette émission? Écoutez, déjà, c'est donc l'image d'un homme qui a découvert donc l'émission avec beaucoup de satisfaction, qui a été très heureux d'échanger pendant donc tout ce temps avec les internautes,
et donc les followers donc, de l'émission, qui souhaitent en tout cas à chacune et à chacun des followers que 2020 puisse être, malgré tout ce que nous avons pu connaître comme difficulté à l'entame de cette année-là, une année qui se termine très bien. Souhaiter également bon vent à l'émission, souhaiter bon vent au promoteur, donc le coach Edem, et en tout cas vous dire toute ma disponibilité pour échanger donc avec vous sur toutes les thématiques qui en tout cas mettent au cœur les questions de jeunesse, les questions d'entrepreneuriat, l'autonomisation et l'épanouissement de la femme et des jeunes en Afrique. Je vous remercie. Preview.